Une homme tombe dans le silence de l'exil. 3 années passent. Puis, en une nuit, le silence se brise. Un ancien chef d'État, longtemps absent du pays qu'il a dirigé, est arrêté, menotté et renvoyé là où l'histoire l'attendait encore. Dans une nation déjà éprouvée par la guerre, par la peur et par les fractures internes, la menace ne vient pas seulement des frontières ou des groupes armés. Elle surgit parfois du passé lui-même, de ceux qui refusent d'accepter que le pouvoir ne leur appartient plus. Ce retour forcé n'est pas un simple fait divers judiciaire. Il soulève une question plus lourde, plus dangereuse. Quand un pays tente de se reconstruire, que fait-on de ceux qui voudraient l'entraîner en arrière? Car ici, il ne s'agit pas seulement d'un homme, il s'agit d'un choix collectif. Choisir entre la revanche et la responsabilité. Entre l'ego blessé et l'intérêt national. Entre le chaos recyclé et la dignité retrouvée. Restez avec nous. Ce n'est pas un titre de plus, c'est un moment charnière. Abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'au bout. Car ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse une arrestation. C'est une épreuve pour la justice, un test pour la souveraineté. Et peut-être un tournant décisif pour l'avenir d'un pays qui refuse désormais de marcher à reculons. L'histoire commence par une chute brutale. En octobre 2022, Paul-Henri Sandaogo Damiba est renversé du pouvoir à Ouagadougou après n'avoir dirigé le pays que quelques mois. Dans la confusion politique et la pression sécuritaire, il quitte le territoire national et trouve refuge au Togo, à Lomé. Officiellement, c'est un exil humanitaire. Officieusement, c'est une pause, un retrait sans renoncement. Pendant près de 3 années, le nom de Damiba flotte à la périphérie de l'actualité. Les nouvelles autorités l'accusent régulièrement d'entretenir des réseaux, de conspirer depuis l'étranger, d'alimenter l'instabilité. Mais ces accusations restent, aux yeux du public, sans preuve tangible. Le sol est sec, les graines sont enterrées, rien ne germe encore. Puis vient le mois de janvier 2026. Le 3 janvier, les autorités burkinabè annoncent avoir déjoué une tentative de déstabilisation majeure. Selon les communiqués officiels, il s'agissait d'un complot visant à neutraliser les dirigeants en place et à frapper des installations sensibles de l'État. Les détails sont graves, le ton est solennel. Mais un point est immédiatement souligné. L'opération aurait été stoppée avant toute exécution. Aucune attaque ouverte. Aucun bilan humain officiellement confirmé. La menace, disent-ils, a été étouffée avant d'atteindre la surface. C'est à partir de ce moment que le passé cesse d'être abstrait. Dans les jours qui suivent, une enquête judiciaire est ouverte à Ouagadougou. Des témoignages sont recueillis. Des noms circulent. Des liens sont tracés. Les autorités affirment que les acteurs eux-mêmes ont décrit, point par point, les procédures envisagées, les relais mobilisés, les objectifs visés. Ce n'est plus une rumeur. C'est, selon la version officielle, un dossier en cours de consolidation. Le 12 janvier, une demande formelle est adressée aux autorités togolaises. Elle ne parle pas d'expulsion administrative, mais d'une procédure judiciaire. L'affaire quitte alors le champ de la spéculation pour entrer dans celui du droit. À Lomé, le dossier est examiné par la Cour d'appel. Ce point est essentiel. Il ne s'agit pas d'un simple acte politique exécuté dans l'ombre, mais d'un processus encadré. La Cour émet un avis favorable à la demande burkinabè, conformément aux accords de coopération judiciaire et aux engagements internationaux du Togo. Cet avis n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un verdict. C'est une reconnaissance de recevabilité. Le 16 janvier, Paul-Henri Sandaogo Damiba est interpellé. Le 17 janvier, il est remis aux autorités burkinabè et transféré à Ouagadougou. En quelques jours, l'exil prend fin. Pour les autorités togolaises, la justification est claire. Un État peut offrir refuge pour des raisons humanitaires, mais il ne peut devenir une base arrière pour des actions visant à déstabiliser un pays voisin. Protéger un homme ne signifie pas couvrir des actes présumés. À partir du moment où la frontière entre refuge et ingérence est franchie, la position devient intenable. Pour Ouagadougou, le message est tout aussi clair.
Le temps de l'ambiguïté est terminé. Les soupçons doivent désormais être traités devant la justice, pas dans l'ombre des accusations politiques. L'ancien chef d'État est appelé à répondre, non pas devant l'opinion, mais devant les institutions. Ce moment marque une rupture. Dans un pays encore meurtri par des années de violence armée, où chaque attaque terroriste rappelle la fragilité de l'ordre national, la question n'est pas seulement celle de la culpabilité individuelle. Elle est plus profonde. Elle touche à la capacité d'un État à affirmer que la souveraineté n'est pas négociable, que les transitions politiques ne peuvent se régler par la revanche, et que l'avenir ne peut être construit sur les braises du passé. La terre burkinabé a trop longtemps été labourée par la peur. Chaque complot, réel ou supposé, y laisse une trace. Chaque silence prolongé nourrit la méfiance. En ramenant cette affaire sur son sol, le pouvoir choisit une voie risquée mais assumée, celle de la confrontation judiciaire. Car un procès éclaire autant qu'il expose. Il peut apaiser. Il peut aussi diviser. Et alors que l'ancien exilé franchit à nouveau les portes de Ouagadougou, une question demeure suspendue dans l'air brûlant du Sahel. Le véritable choc ne vient pas de l'arrestation elle-même. Il naît de ce qui est dit ensuite. Lorsque les autorités burkinabées prennent la parole après les événements du 3 janvier, le ton change. Ce n'est plus celui de la prudence diplomatique. C'est celui de l'alerte nationale. Les communiqués évoquent une tentative soigneusement préparée, pensée dans la durée, reposant sur des complicités internes et des relais extérieurs. Le vocabulaire est lourd. Chaque mot semble peser pour préparer l'opinion à ce qui va suivre. Très vite, un élément cristallise l'émotion. L'affirmation selon laquelle le projet visait non seulement à déstabiliser l'État, mais aussi à porter atteinte à la vie même des dirigeants. Cette phrase agit comme une détonation. Dans un pays où les cercueils militaires sont devenus trop familiers, la perspective d'un assassinat politique franchit une ligne rouge. Dans les rues, les réactions sont contrastées. Il y a d'abord la colère. Une colère sourde, alimentée par des années de violence, de déplacements forcés et de promesses inachevées. Pour beaucoup, l'idée qu'un ancien chef d'État puisse être lié à des manœuvres de déstabilisation est vécue comme une trahison ultime. Les mots « égo »,« vengeance »,« ambition personnelle » reviennent dans les conversations. Mais il y a aussi le doute, car les Burkinabés ont appris à se méfier des récits trop simples. Certains rappellent que les accusations portées depuis l'exil n'avaient, jusque-là, jamais été accompagnées de preuves publiques. Ils exigent des faits, des dates, des documents. Ils veulent voir la lumière, pas seulement entendre le bruit. C'est dans cet espace de tension que les autorités choisissent une stratégie décisive: rendre publiques des dépositions. Selon la version officielle, des individus impliqués dans les projets de déstabilisation auraient décrit, étape par étape, les mécanismes envisagés, les cibles potentielles, les moyens logistiques. Ce passage du secret à l'exposition marque un tournant. Le dossier cesse d'être politique pour devenir judiciaire. Les médias régionaux s'en emparent aussitôt. Les plateaux se remplissent d'analystes. Les titres parlent de retour de flamme, de moment de vérité, de fin de l'ambiguïté. Sur les réseaux sociaux, la question centrale n'est plus seulement celle de la culpabilité, mais celle de la procédure. Expulsion ou extradition. Acte souverain ou arrangement discret. À Lomé, le silence initial est scruté comme un signal. Le Togo est accusé depuis des mois de jouer un double jeu, d'offrir l'hospitalité tout en fermant les yeux. Face à cette pression, la clarification devient nécessaire. Lorsque la Cour d'appel rend son avis favorable à la procédure, le message est limpide. Il ne s'agit pas d'un abandon politique, mais d'un choix encadré par le droit. Cette décision apaise certains, mais en inquiète d'autres, car elle crée un précédent. Si un ancien président peut être ainsi remis à son pays, que signifie désormais l'exil politique en Afrique de l'Ouest? Est-il encore un refuge, ou devient-il une simple parenthèse avant le retour forcé? Au niveau régional, les réactions sont prudentes. Les organisations évitent les déclarations tranchées. Le contexte est trop inflammable. Le Sahel reste un champ de bataille ouvert,
où chaque fracture interne peut être exploitée par des acteurs armés. Dans ce paysage, la stabilité n'est jamais acquise. Elle est négociée chaque jour, parfois au prix du silence. Pour les autorités burkinabès, cependant, le message reste constant. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de vérité. Le retour de l'ancien dirigeant est présenté comme une opportunité, celle de confronter les accusations, de les confirmer ou de les démonter, mais surtout de sortir de l'ombre. Cette rhétorique vise un double objectif. À l'intérieur, rassurer une population épuisée, en affirmant que nul n'est au-dessus de la loi. À l'extérieur, montrer que l'État n'agit pas dans l'arbitraire, mais dans un cadre institutionnel. Pourtant, une inquiétude persiste. Car dans un pays en guerre, chaque geste politique est amplifié. Chaque procès devient un symbole. Chaque mot prononcé devant un tribunal peut rallumer des braises que l'on croyait éteintes. Le retour de l'exilé a transformé une affaire de sécurité en un test national. Un test de crédibilité. Un test de justice. Un test de maturité politique. Et tandis que les regards se tournent vers les salles d'audience, une interrogation domine désormais toutes les autres. La vérité judiciaire suffira-t-elle à apaiser une nation sous tension, ou révélera-t-elle des fractures encore plus profondes, prêtes à fissurer l'édifice tout entier? Au-delà des salles d'audience et des communiqués officiels, l'affaire s'infiltre dans la vie quotidienne. Elle change la manière dont les citoyens parlent de l'État, de l'armée et du futur. Dans les marchés comme dans les casernes, une même question circule. Peut-on enfin tourner la page sans en déchirer le livre? Sur le plan civil, l'impact est immédiat. La population vit depuis des années sous une pression constante. Attaques armées, déplacements internes, incertitudes économiques. Chaque annonce sécuritaire est reçue avec un mélange de fatigue et de vigilance. Le retour forcé de l'ancien dirigeant réactive des peurs anciennes, mais il ravive aussi une attente, celle de la clarté. Beaucoup veulent croire que la justice, si elle est menée avec rigueur, peut refermer une plaie ouverte depuis trop longtemps. Mais la confiance reste fragile. Certains craignent que le procès ne devienne un théâtre politique, une scène où l'on règle des comptes au lieu d'établir des faits. D'autres redoutent l'inverse, que l'affaire se dilue, que la vérité se perde dans les procédures, laissant derrière elle un goût d'inachevé. Dans un pays meurtri, l'ambiguïté est un luxe que peu peuvent se permettre. L'armée, elle aussi, est au cœur des conséquences. Institution clé de la survie nationale, elle porte un double fardeau. Combattre des groupes armés actifs sur plusieurs fronts et préserver sa cohésion interne. Les accusations de complicité, même marginales, agissent comme un acide lent. Elles obligent à renforcer les contrôles, à réaffirmer les chaînes de commandement, à rappeler que la loyauté n'est pas une option, mais une condition. Politiquement, l'État fait un pari risqué. En rapatriant l'affaire sur son territoire, il accepte l'exposition. Un procès est une lumière crue. Il révèle les forces, mais aussi les failles. Pourtant, refuser cette lumière aurait signifié prolonger le soupçon, laisser l'ombre gouverner. Entre ces deux risques, le pouvoir choisit la confrontation institutionnelle. Ce choix redéfinit la notion de transition. Il envoie un message clair. Les changements de leadership ne peuvent plus s'inscrire dans une logique de revanche perpétuelle. La stabilité ne se construit pas en effaçant le passé, mais en le regardant en face. Pour beaucoup de citoyens, cette posture incarne une tentative de rupture avec les cycles qui ont longtemps piégé le pays. Dans ce contexte, la figure du leadership prend une dimension symbolique. Il ne s'agit pas de glorifier un homme, mais d'évaluer une orientation. Le discours officiel insiste sur la reconstruction, la discipline et la primauté de l'intérêt collectif. Cette ligne est perçue, par une partie de la population, comme un socle nécessaire pour sortir de l'urgence permanente. C'est dans cette lecture que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît, non comme un slogan, mais comme un repère autour duquel se projettent espoir et exigence. Cependant, l'adhésion n'est ni totale ni aveugle. Les citoyens demandent des garanties, un procès équitable, des droits respectés
une information transparente. Ils veulent des résultats concrets. Sécurité améliorée, services restaurés, économie relancée. Sans cela, même les symboles les plus forts se vident de leur sens. À court terme, l'affaire resserre les rangs. À moyen terme, elle pose une question plus large. Quel type d'État est en train d'émerger? Un État qui gouverne par la peur des complots ou un État qui transforme les crises en occasion de renforcer ses institutions? C'est ici que le débat devient collectif. Car l'enjeu dépasse un nom, un procès ou une période. Il touche à la manière dont une société accepte de se juger elle-même, d'exiger des comptes sans sombrer dans la vengeance, de chercher la stabilité sans étouffer la justice. Alors, au moment où les procédures avancent et où les passions s'expriment, une question s'impose à chacun. Un procès peut-il réellement réparer la confiance brisée, ou faudra-t-il des actes bien plus profonds pour convaincre une nation que le cycle est enfin rompu? Aucune affaire de cette ampleur ne reste confinée aux frontières nationales. Dans le Sahel, chaque décision intérieure résonne comme un signal régional, parfois continental. L'arrestation et le transfert de l'ancien dirigeant déplacent donc le débat vers un terrain plus large, celui de la diplomatie, du droit international et des équilibres géopolitiques. Du côté des organisations régionales, le ton est mesuré. L'Union africaine privilégie la retenue, rappelant l'importance de la stabilité et du respect des procédures judiciaires. Les mots sont choisis avec précaution, car la région reste fragile. Toute prise de position trop affirmée risquerait d'alimenter les tensions plutôt que de les apaiser. La CEDEAO, déjà affaiblie par des divergences internes et des recompositions en cours, adopte une posture similaire. Observer, évaluer, éviter l'escalade verbale. Cette prudence n'est pas un hasard. Le Sahel est devenu un espace où se croisent des intérêts multiples, sécuritaires, économiques, symboliques. Chaque crise politique est immédiatement lue à travers le prisme de la lutte contre le terrorisme, de la souveraineté des États et des rapports avec les puissances extérieures. Dans ce contexte, l'affaire dépasse la question d'un homme pour devenir un indicateur. Celui de la capacité d'un État à gérer ses transitions sans tutelle. Du côté des partenaires occidentaux, le discours reste principalement juridique. On insiste sur la nécessité d'un procès équitable, sur le respect des droits fondamentaux, sur la transparence des procédures. Les chancelleries évitent de commenter le fond des accusations. Cette réserve est stratégique. Elle permet de préserver des canaux diplomatiques tout en affichant une fidélité au principe de l'état de droit. Mais derrière cette façade institutionnelle, une inquiétude affleure. Car ce dossier touche à une question sensible, celle de l'autonomie politique réelle des États sahéliens. Chaque fois qu'un pays affirme sa capacité à traiter seul ses crises internes, il réduit l'espace d'intervention informelle dont d'autres ont longtemps bénéficié. Cette évolution est observée avec attention, parfois avec scepticisme, parfois avec appréhension. Dans les médias internationaux, le récit oscille entre deux cadres. D'un côté, celui d'une région instable, minée par des rivalités internes et des violences persistantes. De l'autre, celui d'une tentative de réappropriation politique, où les autorités cherchent à reprendre la main sur leur trajectoire historique. Le même événement est ainsi lu, soit comme un symptôme de fragilité, soit comme un signe de maturité institutionnelle. Pour Burkina Faso, cette dualité est lourde de conséquences. Elle oblige l'État à parler à plusieurs publics en même temps, rassurer ses voisins, convaincre ses partenaires et surtout répondre aux attentes de sa propre population. Le moindre faux pas est amplifié, le moindre silence est interprété. Dans ce jeu d'équilibre, la souveraineté devient un mot-clé, mais aussi une épreuve concrète. Affirmer son indépendance ne consiste pas seulement à refuser les ingérences. Cela implique de démontrer, par des actes, que les institutions tiennent, que la justice fonctionne, et que les crises sont traitées sans improvisation. Alors que les regards extérieurs scrutent chaque étape de la procédure, une interrogation persiste, suspendue au-dessus des capitales régionales,
comme des salles de rédaction internationales. Ce moment marquera-t-il le début d'une reconnaissance nouvelle de la capacité du Sahel à se gouverner lui-même, ou offrira-t-il un prétexte de plus à ceux qui doutent encore de sa stabilité durable? L'avenir ne se décrète pas, il se construit, souvent dans l'inconfort, parfois dans la douleur. L'affaire qui secoue aujourd'hui le pays ouvre plusieurs chemins possibles, aucun n'étant garanti, tous exigeant des choix clairs. Le premier chemin est celui du risque. Un procès mal conduit, perçu comme partial ou instrumentalisé, pourrait raviver les divisions. Dans un contexte sécuritaire encore fragile, la moindre fissure politique peut devenir une brèche exploitable. Les groupes armés prospèrent sur le doute, sur la désunion, sur la perte de confiance. Si la justice échoue à convaincre, elle pourrait involontairement nourrir ce qu'elle prétend combattre. Le deuxième chemin est celui de l'opportunité. Menée avec rigueur, transparence et retenue, la procédure peut devenir un précédent fondateur. Elle peut établir une règle simple mais puissante. Nul n'est au-dessus des institutions, pas même ceux qui les ont autrefois dirigées. Une telle démonstration n'efface pas les blessures, mais elle change la nature du débat. Elle transforme la colère en exigence, la suspicion en attente légitime. Entre ces deux chemins se trouve une ligne étroite, celle de la responsabilité collective. Les autorités ont un rôle central, mais elles ne sont pas seules. Les magistrats doivent résister aux pressions. Les forces de sécurité doivent rester disciplinées. Les médias doivent informer sans attiser. Et les citoyens, eux aussi, portent une part du fardeau. Celle de refuser les récits simplistes, de demander des preuves, de défendre la justice sans céder à la vengeance. Au-delà du procès, les enjeux sont plus vastes. La question sécuritaire demeure entière. Les attaques n'ont pas disparu. Les déplacements internes continuent de bouleverser des familles entières. L'économie reste sous tension. Aucune décision judiciaire, aussi symbolique soit-elle, ne peut à elle seule résoudre ces défis. Mais elle peut définir un cadre, celui dans lequel les luttes à venir seront menées. Le discours officiel évoque souvent la souveraineté comme une destination. En réalité, c'est un chemin. Un chemin fait de discipline, de patience et de cohérence. Un chemin où chaque crise devient un test. Soit l'on répète les cycles du passé, coups, exil, retour forcé, soit l'on invente autre chose. Un ordre politique capable d'absorber les chocs sans se disloquer. L'image est celle d'une terre longtemps labourée par la violence. On ne peut y semer l'avenir sans d'abord choisir ce que l'on fait des vieilles racines. Les arracher brutalement, au risque d'abîmer le sol, ou les exposer à la lumière, pour comprendre ce qui doit être conservé et ce qui doit disparaître. Car la vraie question n'est plus celle d'un homme, ni même d'un procès. Elle concerne la direction prise par tout un pays. Ce moment sera-t-il celui où l'histoire se répète, sous des visages différents, ou celui où une nation décide enfin de changer de trajectoire, malgré les tempêtes? Au terme de cette séquence, une vérité s'impose avec une clarté implacable. Il ne s'agit pas seulement d'un homme ramené de l'exil, ni même d'un procès à venir. Il s'agit d'un miroir tendu à une nation entière. Un miroir qui reflète ses peurs, ses espoirs, et surtout sa capacité à rompre avec des cycles anciens. Pendant trop longtemps, l'histoire politique du Sahel a avancé en cercle. Pouvoir conquis, pouvoir perdu. Exil, silence, retour. Chaque rotation laissant derrière elle davantage de fractures que de réponses. Ce moment précis offre une possibilité rare. Transformer une crise en seuil, une confrontation en fondation. La justice, si elle est menée avec rigueur, peut devenir un outil de réparation. Non pas une arme, mais une boussole. Elle peut rappeler que l'autorité n'est légitime que lorsqu'elle accepte d'être interrogée, et que la souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve. Dans cette perspective, la responsabilité n'est pas l'apanage des dirigeants seuls. Elle engage les juges, les forces de sécurité, les médias, et chaque citoyen qui refuse de céder à la facilité du ressentiment. Le leadership, lui aussi, est mis à l'épreuve.
Dans une période où la tentation de l'homme providentiel est forte, la vraie grandeur consiste à renforcer les institutions plutôt qu'à les incarner. C'est là que le nom d'Ibrahim Traoré revient. Non comme une figure à sanctifier, mais comme un repère d'exigence. Celle d'un pouvoir qui promet de servir avant de durer. Car l'avenir ne dépend pas d'un verdict unique, il dépend de ce qui suivra. De la capacité à améliorer la sécurité sans sacrifier les libertés. À reconstruire l'économie sans dépendre éternellement de l'assistance. À privilégier le partenariat au paternalisme, le travail à la charité. Not charity, not pity. Dignity. Pour Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement les frontières nationales. Ce qui se joue ici est observé, interprété, parfois jugé. Réussir cette épreuve, c'est envoyer un message simple mais puissant. L'Afrique peut affronter ses démons sans renoncer à sa dignité. Et lorsque l'histoire se souviendra de ce moment, elle ne retiendra peut-être pas les accusations ni les communiqués. Elle se demandera autre chose. Un peuple a-t-il choisi la vérité plutôt que la revanche? La justice plutôt que le silence? L'avenir plutôt que le retour éternel au passé? Si cette question vous interpelle, ne restez pas spectateur. Partagez, commentez et poursuivez cette réflexion avec nous. Car la trajectoire qui se dessine aujourd'hui décidera de bien plus que d'un procès. Elle décidera de ce que signifie, demain, gouverner avec honneur.